à toutes et à tous, très belle année 2021, nous sommes ravis de vous retrouver pour le 3e numéro des rencontres de Port-Laf, rendez-vous consacré à l'écosystème de la course au large et du nautisme dans les locaux du collectif Finistère Mervent sur le port de La Forêt-Fouesnant, des locaux que vous pouvez venir découvrir. Alors que pour l'heure, nous sommes toujours à huis clos dans le cadre de ces rencontres, mais on garde espoir de pouvoir ouvrir très rapidement aux professionnels et au grand public. L'objectif étant de permettre aux acteurs économiques locaux de pouvoir se présenter, prendre la parole, échanger, partager sur leur savoir-faire. De savoir-faire, de force du collectif, d'innovation, de course au large, il va en être question, alors que la 9e édition du Vendée Globe bat son plein. Et avec nous ce soir, deux invités. Thomas Normand, le directeur général de l'entreprise Merconcept, fondée par le navigateur François Gabard. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Et puis Éric Perron, navigateur également, et qui lui est le fondateur de l'entreprise RP4U, qui a plusieurs domaines d'activité dans la course au large, on va en parler. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Avant d'échanger avec vous, messieurs, je vais retrouver Alain Barazer, le skipper du bateau Glace Crédit Agricole du Finistère. Alain qui, lui, est là pour décrypter les faits marquants du Vendée Globe. Un Vendée Globe qui tient en haleine tout le microcosme de la course au large et du nautisme. Alain, bonjour, merci aussi d'être avec nous. Bonjour Virginie. 64e jour de course, un nouveau leader et décidément une bataille pour la victoire finale qui est loin d'être terminée. Ah bah c'est sûr qu'on vit un truc de fou hein, quand on regarde les positions. Là, on a vraiment les dernières positions qui viennent de tomber. Les 6 premiers se tiennent en 50 000. C'est rien. On se croirait au Figaro. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fou. Et on est loin d'être encore au dénouement de la chose. Là, pour le moment, les bateaux sont quand même assez au ralenti. Hein. On voit les vitesses des bateaux. Ils n'avancent pas très vite. Ils sont auprès dans du vent très faible. On a quoi, 2 à 8 nœuds, 9 nœuds, 10 nœuds pour les plus rapides quoi. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment à des petites vitesses. Maintenant, qui va toucher premier les alizés, ça, on ne sait pas encore parce que la situation est très compliquée. Et on rappelle qu'il y a une bonification pour Yannick Bestaven de 10 heures pour s'être dérouté lors du sauvetage de Kevin Escoffier. Un petit peu plus loin, en tout cas, les bateaux à dérive, ils sont toujours dans le match. Et ça, c'est assez impressionnant aussi. Hein. Oui, c'est ça. Dans les 10 premiers, on trouve 4 bateaux, on va dire classiques, à dérive, non foiler. En comptant ici le bateau de Maxime Sorel qui s'est fait un petit peu décrocher, mais ils sont quand même 4 bateaux à dérive encore dans les premiers. Et, personne ne serait de douter de ça au départ. Ouais. C'est assez fascinant. Alors, il y a quand même une mauvaise nouvelle. C'est un 7e abandon. C'est celui d'Isabelle Josqueux qui a connu un problème au niveau de son vérinquis. Alain, on peut réexpliquer ce que c'est que cette avarie et puis la situation pour elle actuellement ? Oui, c'est ça. Les bateaux, qu'ils soient foiler ou non foiler à dérive classique, sont équipés d'une quille basculante qui est manipulée par un énorme vérin hydraulique qui a beaucoup d'efforts sur cette pièce-là. Le vérin hydraulique, elle a eu une panne avant le Cap Horn. Elle a réussi à fixer la quille dans une position fixe avec ce qu'on appelle le vérin de secours, enfin au moins un bras qui permet de fixer cette dérive, qui de nouveau cette pièce-là s'est cassée, donc sa dérive ne tient plus dans l'axe. Et donc la pauvre, elle se trouve actuellement dans des vents, elle sort de vents assez forts là, et elle essaye de trouver un endroit pour aller s'abriter. C'est pas l'idéal, là où elle se trouve. C'est pas l'idéal, parce qu'à l'endroit où elle se trouve, elle est très loin de l'Amérique du Sud. Elle est encore plus loin de l'Afrique du Sud. Donc, et en plus, elle ne peut pas naviguer dans n'importe quelle condition, parce qu'il faut que le bateau soit préservé. Donc la pauvre, je ne sais pas comment elle va s'en sortir, mais ça risque d'être long. Ouais, ça va être long pour Isabelle Josqueux. 7e abandon, donc je le disais, c'est quand même la première fois qu'il y a si peu d'abandons dans un Vendée Globe. C'est vraiment une première. 7 abandons seulement. On est plutôt sur des moyennes de 50% d'abandon, même si ça reste terrible pour les 7 qui ont dû abandonner. Pour terminer, Alain, les autres skippers qui retiennent ton attention, dont tu aimerais dire un petit mot rapide. Alors, les coups de cœur, je dirais que tous les skippers le méritent, parce que là, il y a tellement d'exploits, tellement de matchs à tous les niveaux. Donc, ils sont tous à féliciter. Maintenant, moi, si on veut parler des filles, évidemment, la pauvre Isabelle, c'est dommage parce qu'elle avait fait une super belle course jusqu'à là. Clarisse, qui reste toujours dans le match. Pip Air, qui vient de passer le Cap Horn, encore pas trop mal placé avec l'ancien bateau de Bernard Stamm, qui est quand même pas un bateau tout jeune. Et puis, les filles derrière qui continuent leur route. Hein. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Après, on voit aussi la belle remontée d'Armel Tripon.
Alors, moi, dans mes rêves, j'espérerais que Armel puisse recoller au groupe de devant, Pour voir puisqu'il ce a que quand même donne un son bateau. hein. Voilà, c'est ça. Tout le monde a hâte de voir ce que c'est son bateau. En tout cas, c'est lui qui a fait les meilleures traversées de l'Indien et de l'Atlantique. Et également comme Jérémy qui est reparti après tout le monde, Jérémy Bayou, et qui vient de passer le Cap Horn également. Bon, il est un peu loin pour revenir dans le match, mais en tout cas, ces deux bateaux-là, ils ont fait les meilleures traversées de l'Indien et du Pacifique. Bon, évidemment, ils n'ont pas les mêmes conditions que les autres. Voilà. On peut aussi féliciter Damien Seguin, qui là, il était quand même en 3e position. Oui, il est encore toujours en 3e position. Damien qui a passé le Cap Horn en 4e position. Il est vraiment bluffant, ouais, Damien. On peut citer également Louis Burton, qui a fait une énorme remontée après son arrêt pour réparer. Il y a quand même un exploit, parce que là, il est revenu dans les premiers, après s'être arrêté pendant plusieurs heures dans une île au sud de la Nouvelle-Zélande. Et puis notre Jean, qui est toujours dans le match. Jean est toujours là. Il s'est fait légèrement décrocher parce qu'il a eu un problème de déchirure de voile. Jean qui faisait le guignol dans son mât hier en disant qu'il faisait le caméléon dans son arbre. Toujours avec le sourire et le petit mot pour faire rire. Hein. Jean toujours dans le match. Voilà. Merci beaucoup Alain pour ce point très complet. À très bientôt. Et merci d'avoir été avec nous. Moi, je vais retrouver Thomas Normand et Éric Perron pour la suite de ces rencontres. Je commence avec toi, Éric. Ce Vendée Globe reste un rêve. Tu devais en être. À défaut, tu travailles activement là pour être sur la prochaine édition. Comment est-ce que tu suis cette édition et quel est ton coup de cœur ? Alors je la suis avec un peu de douleur au cœur, hein, parce qu'effectivement, tu l'as dit, j'aurais dû y être. Maintenant, je regarde ça de loin. Je suis pas à chaque pointage sur mon appli. Par contre, ça m'intéresse quand même de regarder tout ça. J'ai un petit coup de cœur pour Damien Seguin, parce que je trouve que c'est quand même exceptionnel ce qu'il fait. Pour rappel, il est né sans main gauche, et là, tenir la dragée haute à tous ces marins. Il est actuellement 3e, au moment où on enregistre. Voilà. 3e à moins de 100 000, c'est vraiment extraordinaire. C'est bravo Damien. Ensuite, j'ai hâte de voir un peu quand même les foilers s'exprimer. Aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de les voir vraiment s'exprimer à cause des conditions. Les conditions étaient hyper difficiles dans le Pacifique Sud et même dans l'Indien. D'une manière générale, sur toute cette édition. Un peu comme si la nature avait un mois de retard. Parce que j'ai l'impression que ça c'est en train de se caler maintenant. On voit bien d'ailleurs avec le départ de Gitana 17 dans le trophée Jules Verne. Ouais, voilà. Donc le Grand Sud n'était pas calé au passage des Vendée Globistes, mais il le sera sûrement dès maintenant. Et on tablait d'ailleurs sur 70 jours de course. Là, on arrive plutôt sur des ETA qui les feraient arriver à 78 jours, quelque chose comme ça. Donc, on est plus sur les temps d'il y a 8 ans. Thomas, tu es le directeur général de Merconcept. On va revenir sur ce rôle-là. Tu es aussi navigateur. Tu as terminé 2e de la Mini Transat en 2011. Alors, on ne va pas parler de Charlie parce qu'on va voir que Apivia est accompagné par Merconcept. Mais toi, quel est ton coup de cœur dans ce Vendée ? Alors c'est difficile d'en donner un parce que forcément c'est un exploit global pour tous ces marins qui viennent de partir. Après, si je devais en citer un, je pense que je dirais Thomas Ruyant, parce qu'il a eu déjà un Vendée Globe assez challenging, le dernier Vendée qu'il a fait. Là aussi, il rencontre des difficultés. Il a rencontré une difficulté assez importante, et assez tôt dans la course. Et malgré tout, il est resté extrêmement combatif. Il a gardé le moral. Et là, sa place aujourd'hui le montre encore. Donc voilà, coup de cœur pour Thomas Ruyant. À la bagarre aussi pour la victoire finale. Je le disais, Merconcept a accompagné et accompagne Charlie dans ce Vendée Globe. Quel a été le rôle de l'entreprise justement auprès du projet Apivia ? Alors Merconcept travaille sur différents points avec Charlie et avec Apivia. On a déjà accompagné le groupe Apivia et Charlie dans la construction de son bateau dès 2018, dans le design avec les architectes, avec Guillaume Verdier notamment, et puis dans la construction avec notamment CDK, qui est voisin juste à côté d'ici. Et puis une fois que le bateau est allé à l'eau l'été 2019, on a accompagné Charlie dans sa préparation sportive. Et puis aussi on a essayé de faire le lien aussi au mieux entre l'équipe Apivia, la société Apivia qui est basée à Niort, et puis Charlie et son projet pour qu'ils puissent vivre au mieux cette course, la vivre de l'intérieur, les faire vibrer comme on peut. Et il a bénéficié de l'expérience de François Gabard qui a gagné le Vendée Globe 2012-2013. Il y a vraiment aussi une notion de partage, de transmission avec François.
Ouais, c'est l'idée pour François. Je pense qu'à partir du moment où il a voulu aussi accueillir d'autres projets dans la structure Mer Concept, c'est avec cette idée-là en ligne de mire, de pouvoir partager, de pouvoir faire profiter aussi de l'équipe qu'il a pu constituer autour de lui depuis des années. Je pense notamment à l'équipe de design, bureau d'études, à l'équipe technique aussi qui construit certaines pièces. Et l'idée, c'est de pouvoir en faire profiter au plus grand nombre, à Charlie, et puis à d'autres projets aussi dont on pourra peut-être parler tout à l'heure. Alors Eric, toi tu as cette passion de la navigation et pour pouvoir naviguer en tant que skipper professionnel, tu as développé ta société RP4U. Tu as plusieurs cordes à ton arc, on va le voir. Parle-nous d'abord de ce savoir-faire dans le domaine de l'accompagnement de projet et du coaching sportif. Tu as accompagné notamment Fabrice Amédéo, engagé dans ce Vendée Globe avant de devoir abandonner. Hein. Oui, c'est ça. Donc effectivement, on met à contribution nos expériences. Fabrice, lui, avait besoin d'un support je dirais un peu plus concentré sur la course elle-même et puis toutes les petites astuces qui font que, par exemple, le jour d'un départ, tout se passe un peu mieux, dans la préparation en amont, c'est avoir les petits automatismes qui voilà, tous les petits détails qui font que tout se passe un peu mieux et surtout de diminuer au maximum la tension que peut avoir un skipper parce qu'il faut le souligner, certains skippers sont leurs propres maîtres de projet. Du coup, ils ont beaucoup de choses à penser. Et là, voilà, mon accompagnement était justement pour décharger toute cette surcharge, notamment quand on gère un projet de ce type. Donc, Fabrice, je l'ai accompagné maintenant depuis 3 ans. Vous avez fait une transat ensemble. On a fait une transat ensemble et c'était toujours dans ce but-là. Je l'ai accompagné depuis la route du Rhum, la dernière route du Rhum aussi. Donc voilà, on se connaît depuis maintenant un moment et on est même devenus des amis forcément dans la vie, mais dans chaque petite strate d'un projet, je l'accompagne un tout petit peu. Ouais. Et alors ton entreprise RP4U gère également un club de partenaires qui s'appelle French Touch, qui est carrément devenu une marque. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu portes un pull French Touch. Voilà. Alors effectivement, on est obligé de ruser, d'utiliser un peu d'ingéniosité pour être sur l'eau en tant que navigateur. Donc là, moi, j'avais créé un club d'entreprise, mais au lieu de simplement faire un club de partenaires, on a essayé d'avoir une ligne directrice de communication. Et en fait, ce qui est ressorti de là, c'était le savoir-faire français. Et donc, on essaye de promouvoir le savoir-faire français avec d'où ce nom, French Touch Ocean Club. On en a déposé une marque à tel point que maintenant les partenaires type 727 ou même Coten ont des produits estampillés de la marque French Touch. Donc par exemple là j'ai effectivement le pull Eric Tabarly, donc qui est une marque de 727, et un bonnet tout simplement. Bon, il y a les logos, les choses comme ça, mais c'est du français, il y a un certain nombre de critères que doivent répondre ces fabricants. Pour être éligible. Pour être éligible au label, un peu, ce qu'on a créé. Donc très prochainement, il y aura même le ciré French Touch. Et vous organisez également des relations publiques pour donc ce club ça, de partenaires. je dirais que ce n'est pas l'activité première du club. Effectivement, la première activité du club, c'est déjà de soutenir mes projets sportifs et de faire toute la promotion des projets sportifs grâce à un club de réseau et des relations publiques, des choses comme ça. Donc on organise tout ça tout le long de l'année. Toutes ces relations publiques sont en général calées sur les événements nautiques du type départ de course. Mais on peut aussi, comme on a montré très récemment au Wave Games à la Torche, donc un événement de glisse, là le club était présent sur cet événement aussi. Alors Thomas, l'entreprise de Mer Concept a été créée en 2006, elle a beaucoup évolué, on est parti vraiment d'une écurie de course au large monoprojet. Est-ce que tu peux dresser le portrait de l'entreprise aujourd'hui qui est devenue bien plus qu'une écurie de course au large? Oui, effectivement, je pense que ça tient à cœur à François, ça a tenu à cœur à François depuis des années de pouvoir, ce que j'ai dit tout à l'heure, faire profiter du savoir-faire qui a été construit depuis des années autour de cette thématique de la course au large, finalement au plus grand nombre. Alors en accueillant des nouveaux projets. On travaille aujourd'hui avec Charlie, on en parlait, on travaille avec une équipe américaine, 11 Hour Racing, qui participera à la prochaine Ocean Race. Et puis on essaie aussi de pouvoir opérer des transferts technologiques, de créer des passerelles entre le monde de la course au large et le monde maritime.
Et donc pour opérer ces différents projets, aujourd'hui on est une cinquantaine dans la structure et on a une équipe bureau d'études composée d'une grosse quinzaine de personnes, une équipe plutôt technique qui construit des pièces et qui assemble ces pièces ensemble, donc une vingtaine, et puis après voilà, on reste une entreprise assez classique, donc avec des fonctions aussi support, finance, marketing, communication. Et du coup, l'entreprise a quand même connu un coup dur en 2020 avec le retrait de son partenaire titre de la Massif. Pour autant, vous êtes quand même sur une dynamique positive? Oui, alors c'est vrai que Massif a annoncé son retrait du programme Ultime. On continue de collaborer avec le groupe Massif et notamment avec sa filiale Apivia. Et puis d'ailleurs avec la marque Massif au travers des deux Figaro Beneteau qu'on accompagne. Et on reste aussi dans cette dynamique positive parce qu'on continue aussi de s'appuyer sur d'autres projets, j'en parlais tout à l'heure, que ce soit des projets Ocean Race, avec aussi une culture différente puisqu'on travaille avec des anglo-saxons, en l'occurrence sur ce programme Ocean Race. Et puis on a aussi à cœur de pouvoir continuer à travailler dans un domaine qui est très proche, le monde maritime, mais qui est un petit peu différent, avec pas exactement les mêmes acteurs, mais avec une partie des mêmes technologies. Donc il y a des technologies qu'on peut retrouver dans le monde maritime, je pense notamment aux foils, aux systèmes d'intelligence aussi qui permettent de contrôler ces foils, aux matériaux aussi. Et donc voilà, on essaie de pouvoir créer ces passerelles, d'identifier un marché et de pouvoir voilà, aussi donner des perspectives différentes à la structure dans les années qui viennent. Continuer dans notre ADN course au large et autour de ça construire un éventail de collaboration plus large dans le maritime. Alors vous étiez historiquement implanté à Port-la-Forêt, vous êtes aujourd'hui quaiste à Concarneau. C'était l'opportunité d'avoir un grand outil de travail, un beau bâtiment de plus de 3500 m². C'est vrai qu'on a eu l'opportunité de pouvoir donc rejoindre Concarneau puisqu'il y avait une friche industrielle qui était disponible pour pouvoir construire ce type de bâtiment qui nous permet de pouvoir aussi un peu changer d'activité. Finalement, quand on était à Port-la-Forêt, on était très concentré sur notre activité historique et la course au large. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir assembler des pièces, construire des petites pièces aussi, mais tout ça en complémentarité avec l'écosystème local. On parlait tout à l'heure de CDK, c'est un exemple parmi d'autres. On souhaite vraiment, et c'est la raison aussi pour laquelle on n'a pas déménagé très très loin, on est à Concarneau, on est à quelques encablures de Port-la-Forêt pour pouvoir continuer à profiter des synergies qui existent, que ce soit dans la construction de pièces, dans le design des pièces et aussi dans les centres d'entraînement. À quelques mètres d'ici, il y a le pôle course au large. Et voilà, on est dans la même baie, on va continuer de pouvoir s'entraîner avec les équipes de Christian et du pôle course au large. Alors Eric, je reviens vers toi, tu insistes beaucoup sur l'importance du collectif, le fait qu'à plusieurs on peut réussir de belles choses. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui dans ton activité ? Alors, même si j'ai une toute petite structure à côté de Merconcept, où on n'est pas 50 chez moi, je suis tout seul, mais en fait je fais intervenir beaucoup de prestataires. Donc, je travaille donc effectivement avec beaucoup de gens en local, ne serait-ce que pour justement faire des pièces. Donc de temps en temps, je fais intervenir le chantier du coin, au niveau des soudures inox, des choses comme ça. Donc en fait, on a des besoins dans plein de petites choses en local. Et ensuite, il y a un savoir-faire qui est clair dans plein de domaines dans la course au large. Et ce savoir-faire, en fait, quelque part, comme dit Thomas, il est très, transitoire. C'est-à-dire qu'un coup, on va aller chercher un savoir-faire issu de l'IMOCA pour des choses très techniques. Donc, des écuries comme Merconcept sont assez moteurs là-dedans. Et puis, des fois, on va aller chercher un savoir-faire, mais plutôt à l'autre sens de la course au large. C'est par exemple chez les mini. Les petits bateaux, où là, c'est des vrais laboratoires. Et donc ça, c'est le savoir-faire technique, je dirais. Mais ensuite, il y a effectivement tout ce qu'on appelle le savoir-faire de l'encadrement, donc sur la manière de gérer un projet, la manière de s'entraîner, la manière de tirer vers le haut, tant au niveau technologique qu'au niveau humain. Et tout ça, des structures comme le centre d'entraînement de Finistère Course au large sont là pour drainer un certain nombre de monde et donc de savoir-faire aussi. Voilà, donc toute cette effervescence est vraiment représentative de ce qui se passe ici à Port-la-Forêt quand les restaurants et les bars étaient ouverts, parfois une simple discussion de comptoir avec un griffon sur le papier devenait une idée géniale. Et bon, là, c'est plus dans les bars que ça se passe, mais pour l'instant, mais ce savoir-faire existe toujours et maintenant c'est sur le ponton. Voilà, toutes ces discussions, c'est une richesse extraordinaire.
Et Thomas, le collectif est aussi au cœur de l'ADN de Merconcept, même si, comme Eric le disait, c'est une grosse entreprise. Elle a vraiment à cœur de s'implanter dans l'écosystème et d'avoir un lien fort avec les acteurs de Port-la-Forêt comme de Concarneau. Ouais, effectivement, on est vraiment pas très loin. J'ai pris ma voiture pour venir ici, on est à 15 minutes, donc à Val d'Azur, on est vraiment pas très très loin. Et puis, comme le disait Eric, on a la chance d'avoir aujourd'hui en Bretagne Sud des synergies qui sont extrêmement fortes entre tous les acteurs, que ce soit de l'entraînement, de la construction de pièces, du design de pièces, et finalement une complémentarité qui est énorme entre les différents acteurs. Donc voilà, on a tout intérêt, je pense, à pouvoir continuer à travailler tout ensemble. Et c'est aussi le collectif, c'est vraiment aussi la force de Finistère Mervan qui en a fait une priorité. Hein. Sa mission, c'est vraiment de créer du lien entre les acteurs de la course au large et du nautisme. C'est d'ailleurs, on le rappelle, l'objet de ces rencontres de Port-Lave, de permettre aux acteurs locaux de mieux se connaître, d'échanger, de partager sur leur savoir-faire, leur expérience, leurs compétences. Et puis l'autre mission de Finistère Mervan, c'est de soutenir l'innovation, la recherche et le développement en interaction avec les acteurs du territoire. Merconcept et ton entreprise RP4U sont membres de ce collectif Finistère Mervan. Alors Eric, pour la petite histoire, Finistère Mervan a également été ton partenaire en Figaro Beneteau 2 en 2017. Et maintenant, Finistère Mervan t'accompagne au niveau innovation avec un projet de modélisation de voile. Hein. Oui, c'est ça. Donc depuis maintenant 3 ans, j'avais ça dans les tiroirs. On a développé un dispositif qu'on appelle dans le milieu, c'est de la cell vision. Mais en gros, l'idée, c'est de scanner les voiles simplement. En live, en direct. Et enfin, en fait, on a quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le flying shape en temps réel. Donc le flying shape, c'est donc l'empreinte, le modèle 3D de la voile. Donc de ce modèle-là, on peut traduire on peut palper enfin le réglage que chaque marin fait avec ses penons, etc. Là, on a des chiffres en face de chaque réglage, à chaque instant. Tout ça rentre dans l'immense base de données, de data qui est au goût du jour en ce moment par rapport à la performance des bateaux, mais le rendement aussi. C'est pas que la performance, ça veut dire rendement. Donc ça s'adresse dans un premier temps effectivement à la course au large en tant que vitrine. Mais l'idée, c'est de l'étendre ensuite à tous les bateaux, y compris de plaisance, j'imagine. Voilà, donc sans trahir de secret, le dispositif est déjà sur la Coupe d'Amérique. Il va être très prochainement sur la course au large, et puis après, et pourquoi pas le mettre sur les voiliers la marine marchande, en fait, simplement. Et c'est un exemple intéressant qui montre que la course au large fait souvent office de vrai laboratoire pour développer des logiciels performants ou des capteurs qui peuvent ensuite être utilisés dans le monde de la plaisance. Hein. C'est ça. C'est un vrai monde, c'est une effervescence qui transpire ensuite sur plein de solutions. Plein de solutions qui se retrouvent effectivement dans le bateau de Monsieur Tout-le-Monde dans très peu de temps. Thomas, Merconcept est également membre de Finistère Mervan. Il vous accompagne notamment sur une volonté de progresser dans le domaine des énergies renouvelables. Comment se traduit justement leur soutien dans ce domaine ? Alors c'est vrai qu'on collabore beaucoup avec les équipes de Finistère Mervan, notamment avec Rachel qui travaille dans les équipes. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'aides, beaucoup d'accompagnements gouvernementaux qui existent, et il y en aura sans doute de plus en plus avec les plans de relance qui sont mis en place en ce moment par le gouvernement. En revanche, c'est très compliqué d'y voir clair sur les portails, où postuler, comment postuler, quel cadre on donne aux différents dossiers, quel format. Et c'est vrai que les équipes de Finistère Mervan nous aident à pouvoir y voir clair dans cette jungle, entre guillemets, des dispositifs d'aide qui sont extrêmement précieux pour les PME comme les nôtres, mais qui sont finalement assez compliqués à adresser quand ce n'est pas notre métier et qu'on n'a pas la culture aussi de la construction des dossiers, des bonnes personnes à qui s'adresser. Donc voilà, c'est une aide vraiment précieuse pour nous. C'est un gain de temps non négligeable. Oui, exactement, et notamment sur les sujets de l'énergie comme vous le disiez, quoi. Alors on parlait tout à l'heure aussi de la volonté de se diversifier. Tu parlais de cette volonté chère à François d'opérer des transferts technologiques de la course au large vers le milieu du nautisme et le transport maritime également. Ça, c'est vraiment des projets à long terme ? Oui, alors on a effectivement cette vocation, cet objectif à long terme de pouvoir vraiment agir dans le domaine maritime.
notamment sur des technologies notamment liées aux foils, liées à l'implantation des voiles, des mâts sur des bateaux qui n'en sont pas pourvus aujourd'hui. Et puis on a aussi des phases de collaboration sur du plutôt court terme. On va être amené là, dans les semaines qui viennent à pouvoir annoncer une première collaboration concrète avec un client passionné de voile pour qui on va construire un catamaran à foil assez innovant avec les dernières technologies notamment autour des systèmes de propulsion. Et donc c'est notre première pierre finalement dans ce virage qu'on va prendre vers l'univers maritime. Et là aussi, Finistère Mervent pourrait aussi vous aider, vous accompagner pour monter de tels projets, des projets d'une telle envergure? Complètement, on parlait tout à l'heure des systèmes de propulsion, d'énergie renouvelable. C'est au cœur de ces sujets-là. Aujourd'hui, on a vraiment à cœur, et notamment sur le trimaran que l'on construit en ce moment, de pouvoir s'éloigner le plus possible des énergies fossiles. Aujourd'hui, on mettra à l'eau un bateau doté d'énergie plutôt, avec des capacités de production d'énergie via l'hybride, mais en tout cas avec une volonté dans du moyen terme de pouvoir le basculer hors de l'énergie fossile. On leur tourne, donc on va terminer ces rencontres de Port-Laf avec vos actualités vraiment chaudes respectives. Toi, Eric, d'un point de vue de la navigation, quels sont tes projets là, pour les mois à venir, pour le printemps? Alors en 2021, c'est essentiellement du Figaro, donc avec une transat qui partira de Concarneau vers Saint-Barthélemy au mois de mai. Et la Solitaire du Figaro en août, fin août, puis encore une deuxième transat, mais cette fois-ci certainement sur un classe 40. Je ne peux pas dire encore avec qui, mais voilà, c'est en cours de négociation. Et puis après, à l'horizon à moyen terme, 2022, il y aura une route du Rhum qui se profile. Il y aura sûrement une route du Rhum, ouais. Et pourquoi pas, on l'espère, un Vendée Globe en 2024. Thomas, tu parles à l'instant du trimaran M101. Vous poursuivez son assemblage dans le hangar de Merconcept à Concarneau. C'est un bateau pour lequel vous cherchez toujours des partenaires? Ouais, le sujet est vraiment au cœur de notre activité. Aujourd'hui, on a vraiment à cœur de pouvoir trouver un partenaire qui va remplacer le groupe Massif. François passe aussi beaucoup de temps sur ce sujet-là en ce moment. Et ce qu'on dit, c'est aussi le bon moment, la bonne opportunité pour nous, pour pouvoir mettre aussi au cœur du projet qu'on veut construire une dimension, du sens, et une dimension très orientée durable, et notamment orientée vers la protection des océans. Donc voilà, on construit ce projet-là aujourd'hui, on a des pistes qui sont intéressantes, mais voilà, la période est compliquée. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se voile la face, et il faut absolument qu'on redouble d'efforts dans les mois qui viennent pour pouvoir clôturer les discussions qu'on a en cours en ce moment. Et on espère que cette année 2021 vous permettra d'avoir des projets qui aboutissent. On espère aussi que ce sera une belle année pour toi, Eric, en termes de navigation et pour tes projets futurs. Les rencontres touchent à leur fin. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce 3e numéro des rencontres de Port-Laf dans les locaux du collectif Finistère Mervent, un collectif qui vise, on le rappelle, à accompagner les entreprises du secteur du nautisme et de la course au large dans leurs différents besoins, à mettre en réseau leurs initiatives et leurs recherches. Vous pouvez d'ailleurs suivre toute l'actualité du collectif sur les réseaux sociaux et sur leur site internet www.finisterremervent.com. N'hésitez pas également, si elle vous a plu, à repartager cette vidéo. Nous on se donne rendez-vous dans un mois. Dès que la situation le permettra, évidemment, on ouvrira aux professionnels et au grand public. Merci encore d'avoir été avec nous. À très bientôt. Bye bye.